Bonjour, merci beaucoup pour votre présence. Merci tous les deux de nous avoir invités pour proposer de traiter ce sujet qui est extrêmement intéressant. Donc, le cadre de ce festival, un tel festival d'histoire de bois, c'est Eureka, et effectivement avec Galilée, on est en plein dans cette réflexion sur la science, sur la controverse scientifique. C'est un sujet sur lequel je travaille depuis plusieurs années. J'ai consacré aussi un livre à cette question-là, je trouve vraiment passionnante. Passionnante à plusieurs titres, parce que avec Galilée, on est plongé d'abord dans un monde complètement différent du nôtre, c'est le fin 16e, début 17e siècle, donc des mentalités complètement différentes des nôtres, et puis on est plongé aussi dans un continuum historique que je trouve absolument passionnant. Enfin, moi en tout cas, en tant qu'historien, ce que j'aime beaucoup, c'est voir notamment l'aspect des permanences dans l'histoire, et quand on traite de la question de Galilée et de la question de la rotation de la Terre autour du Soleil, on est confronté à une réflexion scientifique qui a débuté à l'époque des Babyloniens, et puis que l'on trouve chez les Égyptiens, chez les Grecs, et puis après repris en Europe par différents scientifiques, penseurs, que je vais évoquer tout à l'heure. Donc c'est passionnant, parce que prendre Galilée, c'est se plonger immédiatement dans quasiment 1000 ans d'histoire, même davantage si on remonte aux Babyloniens. Alors pour moi, le défi cet après-midi sera triple, étant donné l'heure, et puis la journée, un vendredi à 14h, c'est jamais évident, donc s'il y a d'autres professeurs dans la salle, vous savez que c'est souvent l'heure la plus compliquée, peut-être. Donc le premier défi, c'est arriver à vous maintenir éveillé pendant une heure, donc j'espère pouvoir y arriver. Deuxième défi, c'est que moi-même, je me reste éveillé, donc ça, normalement, ça devrait aller aussi. Et puis, troisième défi, qui est probablement le plus compliqué, c'est d'arriver à résumer cette question absolument complexe en une heure. Donc, je m'excuse au préalable, je vais devoir forcément faire quelques raccourcis ou certains points sur lesquels je vais aller un peu plus vite, mais voilà, le temps imparti étant limité, je vais essayer de me conformer au temps qui est imposé. Alors, je vais bâtir mon propos en 3 points, excusez-moi, c'est une information qui est formée comme ça pour faire des réflexions en 3 parties, et finalement on n'arrive plus à s'en défaire, donc je le marque jusqu'à notre mort. Tout d'abord, analyser le contexte, qui me paraît vraiment essentiel. C'est souvent le point le plus important. On ne peut pas comprendre Galilée s'il n'y a pas une remise en contexte, contexte intellectuel, politique, juridique, parce que parler de Galilée, c'est aussi aborder la question de l'intuition, donc ça suppose aussi de comprendre comment fonctionne l'intuition, comment elle a évolué entre sa création et le XVIIe siècle. C'est également comprendre les controverses religieuses et théologiques à cette époque-là, bien évidemment, entre protestants et catholiques, et à l'intérieur même du monde protestant et du monde catholique, différents courants de pensée et différentes écoles. Donc la mise en contexte est absolument essentielle. Deuxième élément, c'est évoquer cette chaîne de réflexion historique, je l'ai dit, avec des scientifiques vraiment passionnants. Je vous explique c'est de l'autre côté. Voilà, là c'est fermé. C'est comme la science, il y a une bonne porte, sinon on ne peut plus rentrer. Donc voilà, évoquer Kepler, évoquer Nicolas Vuckus, Nicolas Orem, et puis finalement aboutir à Galilée. Le troisième point, la fin, c'est la question de Galilée proprement dit, avec une idée principale, c'est pourquoi y a-t-il eu en fait ces deux procès, un procès en 1616 et un procès en 1633. Pourquoi ces deux procès? Pourquoi cette sanction qui tombe sur Galilée en 1633 et pour quelles conséquences? Voilà, donc c'est un beau programme pour ce début d'après-midi, beau programme que je vais essayer de tenir. Comme je vous l'ai proposé, il y a premier élément, le contexte. Alors, là aussi, je vais dans les grandes lignes, mais c'est essentiel. On a un contexte qui est multiple. D'abord, c'est le contexte de la division de l'Europe. On va commémorer le 31 octobre prochain les 50e anniversaire de la Réforme. On a une Europe qui est évidemment séparée au niveau théologique, entre le monde protestant et le monde catholique, mais même le monde protestant est divisé lui-même entre luthériens et calvinistes. Et le monde catholique est aussi, non pas divisé, mais il est parcouru par différents courants de pensée. On va voir par exemple que Galilée est un grand ami des jésuites. Il n'est pas jésuite lui-même, mais il a enseigné, il a professé dans les universités tenues par les jésuites, et il connaît de nombreux jésuites, dont d'ailleurs le cardinal Robert Bellarmin, qui est un de ses protecteurs et amis. Donc il y a ce contexte, et évidemment, c'est un des éléments clés pour comprendre la controverse galiléenne, c'est que au moment donné, cette réflexion scientifique a des conséquences théologiques. Raison pour laquelle on va devoir
certains, par exemple, questionner la Bible, et donc ça va avoir aussi des conséquences sur la manière de lire la Bible et sur la manière de comprendre la théologie chrétienne. Donc ce n'est pas uniquement une question purement scientifique, comme on pourrait l'entendre aujourd'hui, c'est aussi une question religieuse, ce qui en fait évidemment l'aspect extrêmement compliqué. Deuxième élément du contexte, c'est le contexte politique. L'Italie, vous savez, est morcelée entre différentes principautés, différents États, les États pontificaux au centre, il y a le royaume de Naples plus au sud, et puis le nord est complètement éclaté. Donc on a des rivalités politiques qui sont extrêmement fortes. Et là, la question galiléenne se retrouve prise dans ces rivalités politiques, notamment entre Florence et Rome. On verra, mais par exemple, à la fin, c'est d'ailleurs une des raisons du procès, c'est que le pape a accordé à Galilée le droit de publier son livre à Rome, donc il a donné l'imprimatur pour le publier à Rome, et puis finalement Galilée publie son livre à Florence. Alors on va dire, oui, mais quelle importance? Mais si, c'est fondamental, c'est comme si vous signez un contrat chez les PUF, et puis finalement, vous le rompez, puis vous allez le publier ailleurs. Talendier, Fayard ou autre. Évidemment, votre éditeur, il ne sera pas content. Bon, là, l'éditeur, c'est le pape, et puis il en va aussi de la question de la puissance romaine. Donc, on a aussi un conflit politique derrière. Et puis, on a aussi une vraie réflexion scientifique. Je trouve vraiment que cette époque est passionnante pour ça. Il y a d'immenses scientifiques, Galilée n'est pas le seul, il y en a beaucoup d'autres. Et Kepler, par exemple, Tycho Brahe, pour en citer que les principaux. Et ces personnes-là s'interrogent, on les voit également faire des propositions, et dans leurs propositions, il y a des éléments vrais, des éléments faux. Galilée a eu raison sur certains points, tort sur d'autres. Pareil pour Kepler. Par exemple, Galilée explique la rotation de la Terre par les marées. Et Kepler lui dit non, en fait, les marées n'ont pas de rapport avec la rotation de la Terre. Les marées sont dues à la question de l'attraction lunaire. Et c'est effectivement Kepler qui a raison. Donc on a là des controverses scientifiques absolument vraiment très intéressantes, et avec des gens qui d'ailleurs ont un langage assez rude. Quand on lit les textes de Galilée, c'est pas un traité scientifique extrêmement ennuyeux. Il y a la langue assez bien fourbue ou fourbue, et en tout cas il attaque ses adversaires. Et Kepler et Tycho Brahe, c'est pareil, donc on ne s'ennuie pas. Galilée, par exemple, évoque certains scientifiques qui va les traiter de cafards qu'il faut écraser ou de vermines à détruire. Bon, allez, on n'imagine pas aujourd'hui ça dans l'Académie des sciences, plutôt les chers collègues, mais enfin, en tout cas, on a là une langue qui est extrêmement virulente et des combats qui sont très forts. Bon. Voilà, autre élément du contexte, c'est la question de la place de la Terre, évidemment, dans l'univers, et donc une réflexion sur la cosmologie. Alors ça vient de très loin. Je ne vais pas remonter à l'origine, mais on a plusieurs auteurs qui les ont repris, notamment un qui s'appelle Nicolas Oren. Nicolas Oren, il a vécu au XIVe siècle. Il a écrit un traité sur la monnaie. C'est un des premiers auteurs occidentaux à avoir écrit un traité sur la monnaie. Et puis il a également écrit un traité d'astronomie. Alors à l'époque, on ne fait pas la distinction notamment entre astronomie et astrologie. D'ailleurs, une des différences qu'il y a par rapport à aujourd'hui, c'est que la science n'est pas aussi tranchée qu'elle est actuellement chez nous. Nous, maintenant, on a des mathématiciens, des physiciens, des biologistes. C'est pas du tout le cas. On va être, c'est pas du tout le cas à cette époque-là. On est philosophe, on est théologien, on est mathématicien. Et Nicolas Oren, il écrit un traité sur la monnaie, puis après, il écrit un traité sur l'astrologie. Et d'autres auteurs, Kepler par exemple, il écrit un traité sur l'astrologie, donc le rôle des astres sur les personnes. D'ailleurs, sa mère a été condamnée pour sorcellerie. Elle a manqué de peu d'être brûlée en Allemagne. Et puis en même temps, il va faire une réflexion sur la rotation de la Terre et puis sur la manière dont le système solaire est organisé. Donc on a un monde qui par rapport à aujourd'hui nous paraît extrêmement brouillé. En tout cas, les frontières ne sont pas claires entre ce que l'on pourrait, ce qu'on appelle nous maintenant de la science et de la superstition. On place l'astrologie dans la superstition et puis la rationalité, la réflexion astronomique dans la rationalité dans la science. Jusqu'au XVIIe siècle, tout cela est encore extrêmement mouvant. Donc Nicolas Oren, XIVe siècle, il est un des premiers auteurs à évoquer la question de la rotation de la Terre autour du Soleil. Et Nicolas Oren explique bien qu'il n'a pas inventé cela, mais il a repris chez des Grecs. Donc il a lu les classiques, d'où l'importance, évidemment, quand vous êtes convaincu, de lire les classiques, bien sûr, et de lire les auteurs grecs, même traduits, si on va faire autrement, mais en tout cas de lire les classiques. Donc il a lu les classiques, et en lisant certains classiques, certains auteurs, eh bien, il a compris la question de la rotation de la Terre. La difficulté qui se pose à Nicolas Oren, et qui va se poser en fait à tous les auteurs
y compris à Galilée, c'est qu'il n'arrive pas à le démontrer. Il n'arrive pas à démontrer que la Terre tourne autour du Soleil. En fait, on arrivera à démontrer de manière scientifique, rationnelle, si on peut dire, la rotation de la Terre autour du Soleil en 1741, donc mi-18e, où là on aura vraiment la preuve scientifique du fait de la rotation de la Terre autour du Soleil, donc mi-18e. Et c'est d'ailleurs un des reproches qu'on va faire à Galilée, c'est qu'il évoque cela, mais sans pouvoir le démontrer. Et donc, j'y reviendrai, on va lui dire, non mais restez dans l'hypothèse, parce que vous n'arrivez pas à le démontrer. C'est une intuition, mais les preuves que vous apportez, en fait, sont infirmées. Il dit notamment, il va le démontrer il pense le démontrer par les marées. En fait, non. Ça ne marche pas. Donc, Nicolas Aurel explique bien que c'est une intuition qu'il a, mais il n'arrive pas à la démontrer. Alors, Nicolas Aurel est repris par d'autres personnes, mais notamment Nicolas de Cuse. Nicolas de Cuse est un évêque de Cuse. Cuse, c'est C-U-E-S. Ça se trouve sur les bords de la Moselle. Il est évêque, il est cardinal, et lui aussi il fait de la théologie, il fait de l'astronomie. Et donc il écrit également un traité d'astrologie. Il reprend en partie les ouvrages de Nicolas Aurel, mais il ajoute ses propres analyses. Bon. Sachant qu'on ne dispose pas de lunettes astronomiques comme on a aujourd'hui. Donc là aussi, il y a quand même une grande différence, c'est que la plupart des observations se font à l'œil nu. On dirait que c'est plus facile, comme il n'y a pas de lumière dans les villes, au moins il n'y a pas de pollution visuelle, donc il suffit d'aller à quelques kilomètres et puis on voit très bien les étoiles. Maintenant c'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est vrai qu'on est quand même limité pour les observations. Donc quand apparaît la lunette, qui n'est pas encore une lunette astronomique, mais la lunette pour apercevoir au moins l'ennemi, et qu'on peut la braquer vers le ciel et commencer à observer des astres, ça change beaucoup de choses, évidemment. Galilée est contemporain aussi de ces éléments-là. Voilà. Alors, je vous cite Nicolas de Cuse. Alors, brève citation. Je ne vais pas vous donner trop de citations parce que ça va allonger mon propos. Sur les Clionautes, j'ai pu publier, je les remercie, un article avec que des textes de ces différents auteurs. Si vous voulez le retrouver, c'est en Clio Prépa, et comme ça vous donne l'occasion d'adhérer à l'association. Alors, je vous lis donc Nicolas de Cuse. Il est évident pour nous que cette Terre se meut réellement, mais nous ne nous en apercevons pas, car nous ne pouvons saisir le mouvement que par la comparaison avec un point fixe. Voilà, Nicolas de Cuse explique cela donc au début du XVe siècle. Hein, il est mort en 1464. Il meurt en 1464 et il explique ça, début XVe siècle, qu'on a bien la rotation de la Terre. Alors, il envoie son livre au pape Eugène IV, qui l'en remercie grandement, et pour le remercier, il le crée cardinal. Voilà, c'est une manière sympathique de remercier les découvertes scientifiques. 1514, c'est Copernic. Copernic, il est polonais, il est chanoine. C'est un chanoine, un théologien, mathématicien, il voyage beaucoup, il va à Rome, il discute aussi avec les auteurs de l'époque. Ce sont des gens qui, évidemment, les communications sont beaucoup plus compliquées. Hein. Imaginez faire le voyage entre Cracovie et Rome au début du XVe siècle, c'était quand même assez épique. Hein. Mais ils discutent beaucoup entre eux, ils échangent. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'on a les textes, c'est qu'on a quelques traces épistolaires, et puis surtout on a leurs livres. Et dans leurs livres, on voit qu'ils se répondent régulièrement. Ils font des citations plus ou moins directes, plus ou moins explicites. Donc Copernic reprend tous les auteurs précédents, les Grecs, les Égyptiens, les Babyloniens, il reprend Nicolas de Cuse, il reprend Nicolas Aurel, et il publie un traité d'astronomie, assez compliqué d'ailleurs. Hein. Ils ont vraiment une vision du système solaire qui est quand même extrêmement complexe. Il reprend aussi Aristote, bien évidemment, et donc lui aussi explique que, en fait, la Terre tourne autour du Soleil, mais il se heurte à un problème, qu'il dit dans son livre, c'est qu'il n'arrive pas à le démontrer. Et donc, il dit bien, moi, c'est l'hypothèse que j'aimais, mais aujourd'hui, je n'ai pas les moyens techniques de démontrer cette hypothèse. Et donc, tout son livre, c'est traiter des analyses qu'il peut avoir fait, des réflexions qu'il fait sur les auteurs qu'il lit, mais tout en aboutissant à une sorte d'impasse en disant, là, mais j'arrive pas à le démontrer. Ce qui est d'ailleurs, en termes de démarche scientifique, pour une preuve d'humilité, et on voit aussi qu'il y a, on va vers le raisonnement scientifique tel qu'il est, tel qu'on conçoit aujourd'hui, c'est-à-dire faire des démonstrations et arriver à démontrer ce que l'on pose. Alors, Copernic a été plus ou moins bien reçu d'ailleurs par la communauté scientifique. Vous avez des auteurs qui l'attaquent vigoureusement en disant non, il raconte n'importe quoi et c'est pas bon du tout. D'autres qui au contraire sont ravis par ce qu'annonce Copernic, mais encore une fois, ça participe vraiment à la liberté scientifique et aux échanges qu'il peut y avoir.
Alors, un des problèmes qui va se poser, justement, et là c'est Luther d'ailleurs qui évoque ce point-là, c'est de dire, mais le livre de Copernic ne repose pas assez sur les Écritures. Et notamment, vous avez dans l'Ancien Testament le livre de Josué. Donc Josué, vous savez, c'est le successeur de Moïse, hein, c'est celui qui entre dans la terre promise. Et bon, l'Ancien Testament, c'est quand même très souvent des batailles, des victoires, des défaites et des morts. Et donc Josué rentre en terre promise. Là, vous avez les peuples présents qui attaquent les Hébreux. Et à un moment donné, nous dit le texte, Josué arrête le soleil de manière à ce que la bataille puisse durer. Hein, comme ça, les Hébreux, comme il fait jour, ils ont le temps de se reprendre. Et puis, ils peuvent poursuivre la bataille. Et une fois que la bataille est terminée, Josué renvoie le soleil. Bon. Alors, ça, ce texte-là, qui est en fait la seule mention que l'on a dans l'Ancien Testament de la rotation du Soleil, est compris par plusieurs auteurs comme étant la preuve que le Soleil tourne autour de la Terre. On va dire, si Josué arrête le Soleil, ça veut donc dire que la Terre est fixe et que le Soleil tourne autour de la Terre. Et donc, par conséquent, on ne peut pas dire que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, puisque c'est contradictoire par rapport aux Saintes Écritures. Alors là, ça pose un problème chez de nombreux scientifiques en disant, d'abord, c'est ce qui est écrit, certes, mais moi, j'observe autre chose. Et donc, étant donné que si on a une vision globale du monde, eh bien, Dieu est à la fois l'inspirateur de l'Ancien Testament et en même temps le créateur du monde, donc il ne peut pas y avoir de contradiction. Dieu ne peut pas dire une chose dans ces textes et dans la création du monde faire autre chose. Donc il y a deux possibilités, soit on a une mauvaise interprétation des Écritures, soit on a une mauvaise interprétation de l'ordre du monde. Et donc vous voyez comment on dérive d'une question au début astronomique à une véritable question théologique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on aborde l'interprétation des textes et comment on articule la théologie à la science et à la réflexion scientifique. Alors ça, c'est un questionnement qui est présent chez de nombreux auteurs, qui pour la plupart sont tous prêtres, cardinaux, évêques, donc en tout cas des théologiens. Et finalement, donc là c'est la conclusion de Robert Bellarmine. Robert Bellarmine, c'est un jésuite. Il est enterré dans une magnifique église romaine. Bon, toutes les églises à Rome sont belles, mais celle-ci est encore plus belle que les autres. Très belle église baroque, l'église du Jésus, ça veut dire quelque chose, qui avait été à Rome. Qui est somptueux. Enfin, c'est le baroque triomphant. Si on aime le baroque, c'est vraiment fabuleux. Si on n'aime pas le baroque, évidemment, c'est insupportable. Bon, moi j'aime beaucoup, donc ça ne me dérange pas trop. Donc vous avez Robert Bellarmine qui est là, et Robert Bellarmine est un ami de Galilée. Galilée a enseigné dans les universités jésuites, donc ils se connaissent depuis plusieurs années. Et Bellarmine explique donc dans les échanges, à la fois avec Galilée, mais également avec d'autres théologiens, qu'il ne peut pas y avoir de contradiction entre les Écritures et la science. Et donc, il dit qu'il faut plutôt avoir l'humilité de reconnaître qu'on n'arrive pas à comprendre les Écritures que de dire qu'il y a contradiction entre les Écritures et les observations qu'on peut faire. Et donc, à partir de là, se développe une réflexion sur la manière d'interpréter les Écritures, de les aborder, manière d'ailleurs que l'on retrouve chez Dante. Alors, je n'aborderai pas ce point-là complètement parce que ça nous amènerait chez autre chose, mais Dante, quand il écrit la Divine Comédie, c'est un peu plus tôt, c'est le XIVe siècle, eh bien, a le même rapport aussi au texte. Il propose une lecture de la Divine Comédie, comme il dira également des Saintes Écritures, avec un sens historique, un sens allégorique, et puis un sens moral, et puis un sens symbolique. Et donc il y a cette idée d'interprétation des textes, qui est aussi d'ailleurs une autre version de la science. Comment interpréter les textes, comment interpréter la Bible. Ça va aboutir après au XIXe siècle à toutes les recherches archéologiques et de regarder la concordance entre les fouilles archéologiques et puis les textes que l'on peut avoir. Et puis ça aboutit ensuite à la philologie. C'est autre chose, là, ensuite Galilée, mais vous voyez, ce 16e, 17e siècle amène également la réflexion philologique, la question de maîtriser l'hébreu, l'araméen et le grec pour avoir une compréhension plus fine et plus intense des textes bibliques. Bon. Donc, la question galiléenne dépasse largement le cadre simplement de la question de la rotation éventuelle de la Terre autour du Soleil. Et finalement, ce qui va être expliqué, c'est que donc il ne peut pas y avoir de contradiction entre l'Ancien Testament et ce que l'on observe.
Et donc, en fait, il faut faire une autre interprétation de l'Ancien Testament, ce que l'on observe effectivement existe. Donc, il faut interpréter différemment les textes sacrés. Et qu'en fait, quand Josué dit que, quand on dit que Josué a vu le soleil, eh bien, soit peut-être qu'il y a eu des éclipses, et ça a été donc compris comme étant Josué ayant arrêté le soleil, un peu comme dans Tintin, hein, ou bien c'est autre chose, et on veut dire que la journée a duré longtemps, et donc que le temps était comme suspendu. En tout cas, il fait une autre interprétation. Et c'est intéressant parce que du coup, ça dégage la réflexion scientifique d'un rapport au texte biblique qui serait trop formel ou trop linéaire. Donc ça va aussi autonomiser la question théologique et la question astrologique et scientifique. Donc vous voyez, on est là dans un monde qui est en train de se décanter un petit peu, et alors c'est toujours évidemment des moments bateaux, on toujours dit cette époque-là est une époque charnière. Bon, c'est une époque charnière, mais c'est vrai que là on a quand même des choses qui se mettent en place qui commencent à ressembler un petit peu à ce que l'on connaît aujourd'hui, entre la distinction notamment entre la science et la théologie. Voilà. D'autres auteurs qui réfusent Galilée, Bacon par exemple, Francis Bacon, qui dit, je cite, à propos pas Galilée, Copernic, il dit à propos de Copernic, cette doctrine répugne à la philosophie naturelle. Voilà. Et Tycho Brahe, qui est par ailleurs quelqu'un de vraiment un très grand scientifique, il dit, ce que dit Copernic est absolument absurde. Bon, vous voyez, on a Copernic qui est un grand savant, Bacon également, il a quand même profondément rénové l'approche scientifique, Tycho Brahe aussi, mais en même temps il s'attaque et puis il dit, non, voilà, c'est absurde, ça va contre la philosophie naturelle et ça doit bien faire. Bon. Donc, les rapports ne sont pas complètement polissés, hein, vous voyez qu'ils s'attaquent de manière assez véhémente. Alors, face à cela, eh bien, on a des princes qui font venir ces savants et qui les payent pour leurs recherches scientifiques. Et notamment, comme en Italie, on a une concurrence des principautés entre les Sforza, par exemple, entre les Gonzague, entre les Médicis, eh bien, chacun paye son scientifique, lui octroie une bourse et lui demande également de produire des livres. Hein. Il ne s'agit pas simplement d'être rémunéré pour le plaisir du prince, mais il faut aussi produire. Parce que ça participe à la puissance de l'État. On parlerait aujourd'hui de soft power, un terme de géopolitique contemporaine, mais ou d'attirer les cerveaux. Hein. Donc, de la même manière que les États-Unis vont attirer les meilleurs savants, à l'époque c'est Florence, c'est Pise et c'est Rome. Ce qui veut donc dire que les savants sont pris dans une sorte un engrenage, que d'un côté, c'est confortable pour eux parce qu'ils vivent très bien, Galilée est un homme qui vit très bien, il n'y a pas de problème financier, mais de l'autre, vous ne pouvez pas non plus aller contre le prince. Et donc, dans vos ouvrages, vous devez aussi montrer à quel point le prince est beau et grand, et surtout aller un peu dans son sens. Donc évidemment, quelque part, ça limite un petit peu la liberté scientifique. Et raison pour laquelle, par exemple, Galilée trahit le pape et son ami, en 28, parce qu'il devient un peu l'affidé des Médicis, et donc il se doit d'être plutôt du côté des Médicis que du côté du pape. Or, comme on a une guerre entre Florence et Rome, il doit choisir entre son amitié pour le pape et sa fidélité pécuniaire avec les Médicis. Tel point qu'on va voir ce qui va se passer, et donc ça va être une des origines du procès. Voilà. D'autres savants, mais je vois que le temps tourne, comme la Terre tourne, on tourne vite. D'autres savants, évidemment, alors Tycho Brahe, je l'ai déjà cité, mais quelqu'un que j'aime beaucoup, Tycho Brahe, il vit à Prague. Il vit à Prague et c'est l'astrologue de l'empereur Rodolphe II. L'empereur Rodolphe II, donc il est son astrologue. C'est-à-dire qu'il est chargé d'interpréter les astres et de savoir comment le règne de l'empereur va pouvoir se dérouler. Vous savez que Catherine de Médicis, qui vit à la même époque, et contemporaine, consulte énormément les astrologues aussi. Il y a beaucoup de décisions politiques qui sont prises après avoir consulté tel ou tel astrologue. Alors, il paraît qu'un président des années 80 aurait fait la même chose, peut-être. Mais, en tout cas, il n'a pas dit ouvertement. Catherine de Médicis le dit ouvertement. Bon, actuel aussi, je ne sais pas. En tout cas, vous voyez que, évidemment, les choses sont un peu différentes, bien sûr. Voilà, alors j'en arrive donc à Galilée et à la question de reclasser et de voir ce qu'il a pu faire.
Alors, Galilée, quelques mots juste pour le situer. D'abord, il a commencé sa carrière à Pise. Il a enseigné à l'université de Pise. Et lui, c'est d'abord un mathématicien, mais pas un astronome. Donc, il donne des cours de mathématiques. Il donne des cours de mathématiques, et puis finalement, donc, des mathématiques à l'astronomie, il y a un pas qui est souvent franchi et qui franchit allègrement. Et puis, on a en 1608, donc début 17e, l'apparition des premières longues vues. Et ça va beaucoup aider Galilée parce que c'est aux Pays-Bas où c'est développé. Alors ça commence notamment pour observer les draps, hein, les Flamands ont des grands vendeurs de draps, donc ils observent comme ça les impuretés du tissu, puis ils peuvent voir s'il y a des micres, s'il y a des petites bestioles qui pourraient manger le tissu. Et puis on se rend compte que finalement ces verres polis mis bout à bout, ça permet de savoir s'il n'y a pas un ennemi qui arrive au loin, donc c'est bien commode. Et puis une fois qu'on tombe dans les astres, on découvre le soleil et d'autres choses. Et donc Galilée a cet avantage par rapport à Copernic, c'est qu'il va pouvoir utiliser des lunettes astronomiques et donc pouvoir observer plus directement les astres. Évidemment, on est loin, on est très très loin de ce qu'on peut avoir maintenant comme lunettes astronomiques, mais enfin c'est quand même un début. Et là on voit que la technique, évidemment, joue un rôle important dans ce point-là. Et puis Galilée il passe de Pise à Venise, et il devient un petit peu le scientifique attitré des doges. Donc là, il est richement payé, et il va beaucoup en Italie, et puis il écrit donc pour les doges, et puis finalement, il rejoint après Florence, donc vous voyez, il passe quand même d'un état à l'autre, hein, il rejoint Florence, où notamment il avait fait la découverte d'une étoile qu'il va très gentiment appeler Médicis, hein, en hommage au prince de Florence. Donc évidemment, ça participe à sa gloire et le prince Médicis ne le fait que le décore beaucoup plus. Et puis il va régulièrement à Rome, je l'ai dit, où il a deux amis, le cardinal Barberini, Marco Barberini, qui devient après le pape Urbain VIII, et puis le cardinal Robert Bellarmine, avec qui il échange et avec qui ils ont des réflexions scientifiques très poussées. Et puis finalement, Galilée publie plusieurs documents dans lesquels il explique donc qu'il y aurait que la Terre tourne autour du Soleil. Donc ce n'est pas lui qui l'a inventé, hein, il a repris chez les autres, mais lui il y apporte sa capacité à mieux voir les astres. Alors c'est un petit peu là où les difficultés vont commencer, parce que Galilée dans ses ouvrages explique donc que la Terre tourne autour du Soleil, mais il n'arrive pas à le démontrer. Il n'arrive pas à le démontrer, et donc ça on lui reproche. En lui disant, parce qu'en fait il l'affirme, il est dans l'affirmation. Et comme il n'arrive pas à le démontrer, son affirmation est biaisée, elle est sans fondement. Et donc commence à arriver quelques récriminations en disant à Galilée, attention, si vous ne pouvez pas démontrer ça, ne l'affirmez pas, mais restez dans l'hypothèse. Et c'est là que Galilée va penser pour le démontrer par les marées. En disant, voilà, la preuve qu'il y a des marées, c'est que ça fait un phénomène de rotation de la Terre, donc l'eau est attirée, et donc c'est la preuve que la Terre tourne. Donc c'est par les marées. Sauf que, en fait, au même moment, on a démontré qu'en fait ces marées étaient liées à l'attraction lunaire, et donc Galilée se fait attaquer. Donc finalement, la seule preuve que Galilée apporte de la rotation de la Terre, c'est la question des marées, sauf que cette preuve-là a été infirmée immédiatement. Donc, dans la communauté scientifique, les gens commencent un petit peu à rire sous cap en disant mais Galilée est très gentil, mais simplement, ce qu'il dit, ça ne tient pas la route parce qu'il n'arrive pas à le démontrer. Alors, Galilée prend un peu la mèche d'ailleurs et il commence à attaquer assez vertement ses camarades, si bien que on décide, ses amis à Rome décident de le protéger. Alors, ils vont le protéger d'une manière qui peut maintenant nous paraître, nous, un peu bizarre, mais ils vont le protéger en lui faisant un procès. C'est un peu bizarre quand même de protéger les gens, mais en fait, c'est plutôt une mise en garde. Et donc, c'est le premier procès de Galilée qui se déroule en 1616. Il y a deux procès, 1616 et 1633. Le procès de 1633 est en fait une conséquence, on va voir pourquoi, du procès de 1616. Donc, nous sommes au mois de février 1616 et Bellarmine reçoit son ami, Galilée, et il est reçu donc, dans le cadre du tribunal de l'Inquisition. Alors il faut dire quand même deux mots de l'Inquisition, et voir comment ça fonctionne. L'Inquisition romaine, c'est une structure juridique, c'est une cour de justice,
qui est très différente de l'Inquisition médiévale. Hein, il y a eu beaucoup de changements. D'ailleurs, c'est curieux parce qu'on associe souvent l'Inquisition à l'époque au Moyen-Âge. Alors en fait, l'Inquisition, c'est surtout l'époque moderne. C'est le 16e, 18e siècle. À l'époque médiévale, il y a beaucoup moins de choses. Et l'Inquisition est quand même assez autonomisée. C'est-à-dire que chez les rois, souvent, en fait, on fait main basse sur l'Inquisition et s'en servent à leur propre fin, notamment en Espagne. En France, les rois s'en sont servis notamment pour expulser les Templiers et puis récupérer leur argent, hein, et technique pour passer la dette. Mais à l'époque moderne, il n'y a plus d'inquisition en France parce que le roi a voulu affirmer sa justice et a chassé l'inquisition qui était en fait une justice concurrente. On avait un système en fait de concurrence judiciaire, hein, avec deux systèmes de justice différents. Bon, à Rome, on a l'inquisition romaine qui dépend donc du pape, et puis on a un système également de juridiction qui dépend de la ville de Rome. Bon, c'est vrai que le pape dirige la ville de Rome, mais il y a quand même une juridiction civile et une juridiction religieuse. Et l'Inquisition a notamment en charge la question de la publication des livres, qu'on appelle l'index. Et donc il s'agit de lire les livres et puis de donner au nom l'imprimatur, donc le droit de publier. Alors il y a différents classements dans l'index, on peut juste faire quelques réserves, ou bien dire tel et tel passage, il faut les modifier, il faut les retrancher, ou alors dire non, le livre entier n'est pas bon et donc il ne faut pas le publier. Donc il y a différents échelons dans l'index. Et là, on a des personnes qui passent leur temps à lire des livres et à les adopter. Bon, heureusement, l'imprimerie étant ce qu'elle est, même si on publie beaucoup moins qu'aujourd'hui. Donc ça reste encore lisible, hein, pour les livres qui sont publiés. Et donc, Galilée va être convoqué comme ça à la fois par l'index et puis par la commission de l'index et par la commission de l'Inquisition. Alors vous avez un phénomène qui est assez finalement naturel aux administrations, c'est que c'est toujours une concurrence de bureaux. C'est-à-dire que vous avez d'un côté la commission de l'index et de l'autre la commission de l'Inquisition, et les deux sont un petit peu en concurrence. Les deux, maintenant, ne s'aiment pas trop, vous avez forcément des chaînes d'un côté et de l'autre, et donc cette concurrence de bureaux, de bureaucratie finalement, fait que Galilée se retrouve pris un petit peu entre les deux, et Bellarmin, qui a la main sur l'Inquisition, veut le protéger, et donc du coup, celui qui dirige l'index, lui, il n'est pas très content, et donc il voudrait plutôt avoir une condamnation. On retrouve un petit peu des jeux humains, des jeux de bureaucratie que l'on connaît dans toute administration, quelle qu'elle soit. Voilà. Alors, Galilée paraît devant Robert Bellarmin, et ce qu'on va lui demander, c'est en fait de ne pas affirmer ce qu'il dit, mais d'être dans l'hypothèse. En lui disant, donc, puisque vous ne pouvez pas l'affirmer, puisque vous ne pouvez pas le démontrer, eh bien, demeurez dans l'hypothèse. Donc, c'est ce qu'on appelle une mise en garde. Une mise en garde, on l'autorise bien évidemment à travailler sur ces sujets, on l'autorise à publier, mais en gardant cette précaution d'usage qui est de dire j'émets l'hypothèse que, plutôt que j'affirme que, alors que je ne suis pas capable de démontrer ce que j'affirme. Alors, on parle de procès. En réalité, ce n'est pas un procès parce qu'il n'y a pas de jugement. L'Inquisition est extrêmement normée, hein. D'ailleurs ça fait le bonheur des historiens parce que dans un jugement d'Inquisition, vous avez la personne qui est accusée, vous avez le juge, vous avez un greffier qui prend tout en note, et puis l'accusé a droit à un avocat, ou alors il est son propre avocat. Et du coup, on a les textes. Alors certains ont disparu par l'usage du temps, mais on a de très nombreux textes qui permettent de connaître la teneur du procès. Et par exemple, pour Galilée, le procès de 1633, on a l'intégralité du procès verbal, ce qui est une source fabuleuse, hein, puisque les greffiers étaient là, minutieusement, tout noté, et maintenant, comme il a été numérisé, on le trouve en accès libre sur leur site internet. Donc c'est évidemment quelque chose de fabuleux que de pouvoir accéder directement au procès verbal de ce procès important, évidemment. Donc c'est pas vraiment un procès en 1616, ça le sera en 1633. Bon, un procès un peu bizarre, vous allez voir, qui n'a pas vraiment respecté les normes du procès, mais j'y reviendrai. Mais là, c'est plutôt une mise en garde. Mise en garde, et Galilée signe un document en disant d'accord, je m'engage à rester dans l'hypothèse et à ne pas affirmer ce que je ne peux pas démontrer. Et l'affaire est close. Donc vous voyez, je vous l'ai dit au début, c'est une manière de protéger Galilée
En fait, l'idée est assez simple, c'est de faire des mises en garde, de faire comprendre à Galilée ce que certains lui reprochent. Galilée s'engage à ne pas aller trop loin et à rester dans l'hypothèse. Et finalement, quand on va dire qu'il y a eu un procès, ça évite que d'autres administrations, d'autres juridictions n'attaquent Galilée. On peut être jugé qu'une seule fois pour la même chose, le vieux principe du droit romain. Donc, c'est une manière de protéger Galilée. Et Galilée le prend pour dit. Alors, le problème, c'est que 15 ans plus tard, en 1633, eh bien, les gens ont vieilli, parce qu'il est né à vieilli. Ses amis sont morts, donc Robert Bellarmine, par exemple, est décédé. Il a beaucoup d'amis à Rome, à la Curie, dans l'Inquisition, qui sont morts aussi. Hein, c'est le Tempus Fugit. Et Galilée, avec l'âge, en fait, prend aussi beaucoup plus d'assurance, et donc va recommencer à affirmer la rotation de la Terre sans pouvoir le démontrer. Et ça va être la raison, enfin une des raisons plutôt, du procès de 1633. Et là, on va lui reprocher. On va dire, ah mais attendez, il y a une quinzaine d'années, souvenez-vous, vous avez signé un document en disant je m'engage à réfléchir l'hypothèse, et là, vous ne le faites pas. Donc, vous n'avez pas respecté le serment que vous avez pris, l'engagement que vous avez pris. Comme vous n'êtes pas capable d'apporter de nouvelles preuves, et que les preuves que vous apportez, en plus, elles sont fausses et elles ont été infirmées, eh bien, on va reprocher à Galilée de ne pas respecter la parole de Dieu. Et ça va être le procès de 1633. C'est parfait, pour l'instant, je suis dans les cases. Ça, je reprends mon souffle, et vous aussi. Alors, Galilée est quelqu'un qui écrit énormément. Il écrit en latin, ça va de soi, bien sûr. Et il publie un ouvrage, alors il publie beaucoup d'ouvrages, mais je ne vais pas le citer, mais celui-ci est important, qui s'appelle Le dialogue sur les deux grands systèmes du monde. Le dialogue sur les deux grands systèmes du monde, alors vous avez très bien compris, hein, c'est premier système, c'est le système copernicien, et deuxième système, c'est le système de Ptolémée. Et donc c'est un dialogue, comme ça se pratique énormément, hein, c'est très platonicien, c'est quasiment le banquet, donc deux personnes qui discutent et qui commencent à échanger leurs arguments. Donc il y en a un qui soutient l'héliocentrisme, l'autre qui soutient le géocentrisme, et puis les deux annoncent leurs arguments, et puis Galilée étant plutôt du côté de la rotation de la Terre autour du Soleil, eh bien d'ailleurs pas très subtil d'ailleurs, mais en tout cas défendre plutôt cette condition-là. Donc là on a un ouvrage qui correspond vraiment au canon universitaire de l'époque, que Galilée respecte. La petite différence, c'est qu'il a introduit un troisième personnage. Troisième personnage qui s'appelle Simplicius. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup de latin pour se douter que lui, il ne va pas forcément avoir de rôle dans l'ouvrage. Hein, parce que vraiment, le nom, enfin le personnage qui s'appelle le Simplet, hein, le débile, forcément, lui, il n'a pas le rôle. Et le problème, Galilée est un homme c'est un peu le problème des génies en fait, c'est que très souvent, ils vont un peu trop loin et ils dépassent un petit peu les limites des respects humains. Et donc Galilée met dans la bouche de Simplicius des arguments qui sont ceux de Maffeo Barberini, qui est le pape Urbain VIII. Mais des arguments sortis du contexte. Et donc ça ridiculise la thèse d'Urbain VIII. Alors le pape le prend très mal, parce que d'abord, Galilée c'est son ami. Hein, donc, si vous avez un jour un ami qui lit un ouvrage où il vous prête des propos détournés et il vous réduit, il vous tourne en ridicule, vous n'apprécierez pas trop. Donc d'abord, ils se sont un peu trahis. Et deuxièmement, ces propos étant sortis du contexte, certains propos finalement disent l'inverse de ce que Urbain VIII a pu dire dans certains de ses ouvrages. Donc, ce livre passe assez mal. Premier élément. Deuxième élément, il affirme le fait que la Terre tourne autour du Soleil, mais sans pouvoir de nouveau le démontrer. Donc on va lui dire, attention, M. Galilée, là, vous n'avez pas respecté votre engagement de 1616. Troisième élément, alors là, c'est un peu compliqué, mais en fait, Galilée a obtenu le droit de publier cet ouvrage à Rome. C'est-à-dire que Urbain VIII l'a autorisé à publier l'ouvrage à Rome, et comme je vous l'ai dit, finalement, il publie à Florence. Donc là, les autorités romaines sont un petit peu trahies. Et quatrième élément, il a eu l'accord de l'ouvrage de l'imprimatur romaine, donc il va le dire, il dit, bah, voilà, mon livre a eu l'imprimatur de Rome. Sous-entendu, c'est un bon livre. C'est un livre qui est conforme à la théologie et à la foi. Sauf que entre le document qu'il a envoyé, enfin le manuscrit qu'il a envoyé
et le manuscrit qu'il a publié, il a rajouté une préface dans laquelle justement il affirme la rotation de la Terre autour du Soleil. Sauf que l'imprimatur n'a pas été donné pour la préface. Donc là aussi, il y a un peu détournement. Et ça va évidemment lui être reproché. Et puis, Galilée étant passé maintenant côté florentin, il se trouve que Florence entre en guerre contre Rome. Alors là, il y a des jeux de pouvoir qui sont assez compliqués parce que l'empereur d'Espagne s'en mêle aussi. Et donc, Rome veut trouver un moyen d'affaiblir Florence. Urbain VIII, qui est un pape qui est très ouvert à l'égard des savants, en fait, on commence à le reprocher d'être un peu trop ouvert, et donc vous avez des gens qui l'attaquent en disant mais le pape est un hérétique, et donc il faut le renverser, notamment en Espagne. En Espagne, il y a quelques théologiens qui publient des libelles en disant mais regardez, le pape, il a son ami Galilée qui raconte n'importe quoi, et puis il le soutient, et puis il a des amis protestants, et puis en plus il est pas très ferme sa doctrine, donc il est hérétique, il faut le destituer, et puis il faut en mettre un autre. Tant qu'à faire, mettons un pape qui soit pro-espagnol, comme ça au moins, ça aidera à la politique de l'empereur d'Espagne. Donc, position très instable d'Urbain VIII, qui d'un côté est trahi par son ami, et de l'autre voit arriver les colonnes d'Espagne qui déferlent sur lui, sachant quand même que les Romains, en 1633, ont gardé assez vivement à l'esprit l'invasion de Rome quelques décennies plus tôt par les troupes de Charles Quint, qui ont dévasté Rome, détruit. C'est pas les Espagnols, c'est plutôt les Lansquenets, les Allemands. Et enfin, quand même, on a gardé quand même à l'esprit le fait que Rome a été attaquée, que Rome a été envahie par Charles Quint, empereur quand même catholique, et qui prend Rome et puis qui détruit les églises et puis qui pille les richesses romaines. Donc, Urbain VIII n'a pas envie de connaître la même chose. Il veut quand même protéger sa ville et protéger sa population. Donc, il demande à ce qu'on convoque de nouveau Galilée. Et à ce qu'on dit à Galilée, maintenant ça suffit, c'est bien de jouer, mais il y a quand même des enjeux géopolitiques et politiques qui sont majeurs, et il faut quand même faire attention à ce que l'on dit. Donc on aboutit au procès de 1633. Alors, dans les quelques minutes qui me restent, je vais évoquer ce procès. Le procès donc on connaît très bien, puisqu'on a de nombreux textes qui nous sont donnés. Donc, qu'est-ce qu'on reproche à Galilée? Il y a 8 chefs d'accusation. Je donne les principaux. Les autres, c'est des chefs d'accusation assez secondaires. Premier chef d'accusation, c'est avoir mis en tête du livre l'imprimatur de Rome, donc le fait que Rome lui donnait l'imprimatur, alors qu'il a publié à Florence. Deuxième élément, c'est d'avoir publié la préface sans en avoir référé auparavant, que j'avais évoqué. Troisième élément, c'est d'avoir affirmé, comme certains, des choses qui ne sont que du domaine de l'hypothèse. Quatrième point qui lui reprochait, alors nous dit le texte d'accusation, et vous allez comprendre de quoi il s'agit, avoir méprisé les auteurs contraires à l'opinion soutenue, bien que ce fussent ceux qui sont employés le plus souvent par l'Église, bon, entendu avoir ridiculisé le pape en lui prêtant des propos sortis du contexte. Voilà. Puis bon, il y a d'autres points, mais qui sont là des points secondaires. Notamment, on lui reproche, ça c'est le 8e chef d'accusation, on lui reproche d'avoir voulu démontrer la rotation de la Terre par la question des marées. Bon, à aucun moment, en fait, on reproche à Galilée d'avoir dit que la Terre tourne autour du Soleil. Dans les 8 chefs d'accusation du procès de 1633, il n'est pas accusé d'avoir dit que la Terre tourne autour du Soleil. Il y a d'autres points, vous évoquez les principaux, mais pas celui-ci. Alors, là, on a le fonctionnement normal de l'Inquisition, à savoir qu'on envoie un inspecteur qui va toquer chez Galilée, donc qui est à Florence, on lui demande de venir. Galilée dit, bon, je suis assez vieux et malade, c'est vrai, il commence à être un peu âgé, donc il demande à envoyer quelqu'un à sa place. Bon, on lui dit non, l'affaire est grave, c'est vous qui venez. Bon, finalement, il va dire, bon, je suis un peu malade, donc j'ai un arrêt médical du médecin, et donc je viendrai un peu plus tard. Alors là, évidemment, ceux qui sont professeurs, vous connaissez ça, l'arrêt médical, parfois, il est un peu bidon. Et quand on a un élève qui nous arrive comme ça, on l'a vu là, l'arrêt médical pour sport, alors qu'en fait, on a dû jouer au foot 3 jours avant, ça paraît un peu bizarre. Et effectivement, au bout de 2 mois, on a compris que Galilée avait fait un faux arrêt médical. Donc là, il est un peu pris par le manteau et on lui dit, maintenant, il faut venir à Rome et il faut arrêter de se moquer de l'Inquisition. Bon. Donc il arrive. Alors, normalement, quand on est
quand on est déféré devant l'Inquisition romaine, on loge dans le château Saint-Ange. Ceux qui connaissent Rome, le Saint-Ange, c'est un château assez imposant, qui se trouve de l'autre côté du Tibre, quand on arrive de la ville romaine du Forum, et qui est un petit peu au début du Vatican. Bon, donc c'est là que logent toutes les personnes déférées devant l'Inquisition, quel que soit leur état. Donc que ce soit un modeste paysan ou un prince. Alors Galilée a un traitement de faveur, c'est que comme il est protégé par le prince de Toscane, il loge dans le palais du prince de Toscane, donc les Médicis. Et puis finalement, après, il va loger d'ailleurs même dans les appartements de l'inquisiteur, ce qui est un peu surprenant. C'est ce que je veux dire, en fait, ce procès est un peu hors norme, parce qu'il ne respecte pas les normes. Normalement, il n'aurait jamais dû loger dans ces palais-là, il aurait dû loger dans le château Saint-Ange. Pourquoi est-ce qu'on fait loger dans le palais de l'inquisiteur? En fait, parce qu'ils se connaissent tous, ce sont des amis. Et donc, l'inquisiteur qui le reçoit, d'ailleurs, on a quelques lettres, après, il lui dit, bon, voilà, vous avez été pris la main dans le pot de confiture, écoutez, le pape, là, il a autre chose à faire, il a les problèmes de la guerre avec la Toscane et puis avec l'Espagne, donc rétractez-vous, reconnaissez que vous avez été un peu trop loin, et puis ça ira bien. Et donc, on le loge dans ce palais, alors que c'est un très beau palais, là aussi. Si vous voyez un petit peu la géographie romaine, vous avez ce qu'on appelle la place de la Minerve. Il y a une belle église baroque. À Rome, toutes les églises sont belles et baroques, donc on n'a pas beaucoup vous renseigner. Il y a peut-être il y a un magasin Ferrari juste en face, pour vous renseigner, si vous voulez acheter des petits drapeaux pour les tifosi. Et puis, vous avez donc un palais qui maintenant est un couvent dominicain, où siège à l'époque l'Inquisition. Alors, palais que j'ai eu la joie de visiter plusieurs fois, et c'est vrai que c'est extrêmement émouvant d'être quand même dans le lieu où s'est tenu le procès de Galilée. C'est un lieu qui est extrêmement riche en histoire. Donc il loge là, avec son accusateur. D'ailleurs, il envoie des lettres, Galilée, à ses amis, et puis il dit à ses familiers, enfin, ne vous inquiétez pas, moi je suis très bien traité, je loge dans ce palais-là, les gens sont charmants. On le laisse même aller dans Rome, donc il va voir ses amis, il va à quelques controverses scientifiques, tout se passe bien. Voilà. Je vous cite une lettre de Galilée. Voilà. Donc, on a décidé que je me tiendrais retiré ici, donc le palais en question, mais avec une commodité bien inaccoutumée, dans 3 chambres qui font partie de l'appartement de monsieur le fiscal du Saint-Office, avec pleine et entière liberté de me promener. Voilà. Il rajoute même d'ailleurs que l'ambassadeur et l'ambassadrice sont aux petits soins pour lui, donc finalement, les choses n'ont pas aussi mal. Alors, là, ce que tente l'Inquisition, c'est une médiation. On a une justice qui fonctionne beaucoup sur la médiation, donc vous avez un des responsables de l'Inquisition qui va le voir et qui lui dit, voilà, il faut... bon, vous avez manifestement outrepassé l'accord que vous aviez conclu en 1616, reconnaissez votre erreur et revenez en arrière. Je vous cite, alors la personne en question s'appelle Macolano, il écrit à Urbain VIII, une fois qu'il a rencontré Galilée, voilà ce qu'il dit à Urbain VIII. Je lui fais comprendre et clairement reconnaître son erreur, et il a admis qu'il était allé trop loin dans son livre. De cette manière, l'affaire va pouvoir se régler sans difficulté. Le tribunal conservera sa réputation, le coupable pourra être traité avec mansuétude, et quel que soit le résultat final, il saura qu'il a reçu un traitement de faveur et saura l'apprécier. Voilà. Donc, on a une sorte de gentleman agreement entre Galilée et puis les autorités. Voilà. Finalement, donc Galilée reconnaît ses erreurs, on l'a dit, le procès dans quelques jours après, parce que Galilée a un peu revenu sur ces questions-là, mais enfin finalement, il s'est rétracté. Et donc, le 22 juin 1633, se clôt le procès qui, proprement dit, a duré 2 mois, il a commencé en avril, il s'est terminé au mois de juin, parce que bon, les interrogatoires ont été un peu longs, mais enfin, ça se termine le 22 juin 1633. Alors, la sentence est un peu longue, je ne vais pas tout la lire, mais elle est sur le site des Cluonautes, donc vous pourrez la voir en entier. Alors, il faut distinguer 2 choses. Là, c'est un petit peu le problème d'interprétation des textes. C'est que la sentence, c'est un texte juridique. Donc, elle respecte les formes juridiques. Donc, elle est très solennelle. Il y a des mots qu'il faut employer qui sont des incontournables, mais elle ne correspond pas forcément à la réalité. Et notamment, il y a un élément important, c'est que dans l'Inquisition, mais d'ailleurs comme ça se fait encore aujourd'hui aux États-Unis, vous avez une différence entre la peine qui est donnée et la peine qui est effectivement accomplie.
Il y a toujours des remises de peine. Après, on négocie. Donc, il ne faut pas s'arrêter uniquement au texte en disant il y a eu telle condamnation, mais voir après la remise de peine. Par exemple, il y a des personnes qui sont condamnées à des amendes assez élevées, et finalement, la remise de peine, c'est qu'ils feront uniquement un pèlerinage. Ou alors, ils auront une amende, mais beaucoup moins importante. Et notamment, un sujet qui a beaucoup agité les historiens et les philologues au début du XXe siècle, c'est qu'à un moment donné, Galilée dit « j'abjure », et dans le texte, on dit que Galilée abjure à genoux. Alors là, il y a une controverse chez les scientifiques. Il y a eu d'ailleurs un magnifique article dans une revue d'histoire, j'ai oublié le nom, mais je regarde précisément l'article, il est très beau, c'est vraiment un modèle d'analyse philologique, où finalement on a démontré que la formule dit Galilée est à genoux, mais en fait il n'est pas à genoux, il est debout. Parce que vu son âge, et puis il a trop, il ne peut pas se mettre à genoux, donc on dit bon, restez debout. Par contre, dans le texte, on met Galilée abjure à genoux. Alors là, c'est la difficulté d'interprétation. Nous, historiens, on travaille sur les textes, et donc le texte, c'est une matière première, mais après, il faut l'analyser. Et là, on est face à un texte juridique qui respecte les schémas juridiques, mais qui, dans la réalité, est parfois un peu différent. Alors, finalement, à quoi est condamné Galilée? Alors, je vous lis la sentence finale. Donc, nous ordonnons que, par un édit public, soit prohibé le livre des dialogues de Galileo Galilei. Le livre ne pourra pas paraître. Nous te condamnons à la prison formelle de tes Saint-Office pour le temps qui nous plaira de déterminer. Et à titre de pénitence salutaire, nous t'imposons de réciter pendant 3 ans, une fois la semaine, les 7 psaumes de la pénitence. Donc ça, c'est la sentence de Galilée. Alors c'est important parce que, vous savez, souvent l'été, vous avez ces petites revues pseudo-historiques qui fleurissent dans les gares. Donc généralement, c'est les Templiers, c'est le secret des croisades et puis Galilée. C'est une rotation des marronniers d'été. Et donc une fois, il y a quelques années, je lis dans une revue, on est dans un gare, on attend, on n'a pas grand-chose à faire, Galilée est mort brûlé par l'Inquisition. On dit mais non, il n'a jamais été condamné à mort, il n'a jamais été brûlé. Il est condamné, enfin le texte est très clair, là, ça a été confirmé d'abord par d'autres sources, il est condamné en fait à une peine d'emprisonnement. Alors la peine d'emprisonnement, il effectue à Rome, en fait c'est une mise à demeure, mise à résidence dans les palais de l'ambassadeur de Florence. Et après, eu égard à son âge et à sa renommée, c'est quand même un très grand scientifique, en fait, il retourne à Florence, il passe la fin de sa vie dans sa villa à Florence. Et là, on a des lettres de Galilée où il passe sa vie dans les plaisirs et les fêtes. Et il reçoit notamment, l'inventeur du baromètre, on sait son nom m'échappe, mais Torricelli, merci. Torricelli, avec lequel il échange. Voilà. Donc, l'emprisonnement, ce n'est pas un emprisonnement dans les cages, dans les geôles humides des prisons romaines, c'est une mise à demeure dans un palais florentin. C'est une peine finalement qu'on pourrait apprécier si on nous l'a posé. Et puis deuxièmement, donc, on lui demande de réciter des psaumes de pénitence. Alors là aussi, comme il y a une de ces filles qui est religieuse, en fait, il demande de réciter des psaumes. Et on écoute, tu es au couvent, tu n'as rien à faire, donc c'est ma peine et récite les psaumes. Voilà. Donc la question s'arrête là. Elle s'arrête là. Et vous voyez, c'est là où il y a parfois des ambiguïtés, c'est que la raison pour laquelle Galilée vient devant le Saint-Office, c'est pas du tout pour la question de la rotation de la Terre. On ne lui demande pas d'abjurer le fait que la Terre tourne autour du Soleil, puisque c'est quelque chose qui est présent dans la côté scientifique depuis au moins 2 siècles, et qui est défendu depuis Nicolas de Cuse, Nicolas Aurèle, Copernic et beaucoup d'autres. Donc on ne va pas reprocher à Galilée quelque chose qui est reconnu et affirmé depuis au moins 2 siècles. En revanche, c'est cet élément-là de ne pas avoir pu le démontrer, et c'est aussi le fait d'avoir outrepassé les textes de 1616. Et la condamnation, en fait, elle est plus pour des raisons politiques, il y a ce contexte politique de l'Italie au début du XVIIe siècle, que pour des raisons strictement scientifiques. Et finalement, Urbain VIII garde beaucoup d'affection pour Galilée, ils ont eu après des échanges épistolaires, et la question s'arrête là. Bon, donc il revient après chez lui. Voilà, là c'est un élément qui est intéressant, c'est le rapport entre l'événement historique en lui-même et puis la mémoire que l'on peut en avoir. Vous avez ce chapitre en terminale, certains professeurs d'histoire en terminale qui est intéressant, sur la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale. Je trouve très intéressant de voir comment un événement est gardé en mémoire plusieurs décennies ou plusieurs siècles. Et c'est vrai que
Galilée est un cas aussi intéressant en termes d'historiographie, entre le décalage entre les événements, les textes, et puis après la mémoire qui peut en être faite. Voilà, pour conclure, comme ça je serai dans les temps. Pour conclure, on a avec Galilée un élément très intéressant, parce que c'est indubitablement un très grand scientifique. Il a contribué à nous, ce qui nous paraît moderne, c'est-à-dire à sortir la science, à l'autonomiser et à la sortir de l'aspect astrologie-théologie. Et donc à faire cette distinction entre d'un côté les sciences religieuses et de l'autre les sciences naturelles. Et ça c'est extrêmement intéressant parce que c'est la manière dont on aborde les sciences aujourd'hui. Une différence très grande avec la science qui était encore pratiquée quelques décennies avant Galilée. On a aussi un homme qui, ça c'est également intéressant, a eu le génie de la communication. C'est-à-dire qu'il sait se mettre en valeur. Quand il arrive dans les villes, il est toujours accompagné avec des personnes, des chevaux, un immense carrosse. Donc, il a aussi su mettre en valeur la science et mettre en valeur également la découverte scientifique. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus renommé à son époque que des gens comme Kepler et Tycho Brahe. Il a un côté un peu mondain, d'ailleurs il s'en est un peu brûlé les ailes, mais c'est vrai qu'il a aussi donné à la science naturelle, une dimension qu'il n'avait pas auparavant. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la science était plutôt la théologie, la philosophie, la logique. Et là, il a donné une dimension à l'astronomie et aux mathématiques que ces sciences n'avaient pas jusqu'à présent. Il a contribué un petit peu à les mettre en valeur et à les promouvoir. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'à ce titre, Galilée peut être vu comme un savant moderne, parce que aujourd'hui, malheureusement d'ailleurs parfois, la science est trop souvent réduite aux mathématiques. Et puis, troisième élément, et vous conclurez là-dessus, Galilée, c'est aussi l'homme de la continuité. C'est-à-dire que c'est celui qui sait lire les textes, qui sait reprendre les textes des grands auteurs, et qui se place comme ça dans cette continuité, en délivrant cette pensée, en la faisant vivre, et puis finalement en amenant les personnes à réfléchir aussi sur le sens de la science, la manière d'aborder la science, et d'avoir un regard plus rationnel, plus logique aussi, sur l'univers et sur l'histoire des sciences en général. Voilà, je vous remercie.